On est enfermé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans cet épisode de Derrière les barreaux, la surpopulation pénitentiaire menace de provoquer une émeute dans la prison. Lâchez-moi, laissez-moi tranquille. Les plus jeunes détenus craquent sous la pression. Ne prenez pas tout votre temps, c'est moi votre chronomètre. Les gardiens de la prison approfondissent donc leur entraînement en self-défense. C'est comme ça qu'on se fait tuer dans une prison. On peut pas s'imaginer ce que c'est de travailler ici tant qu'on n'en a pas fait l'expérience. Elle s'étend sur plus de 39 hectares à l'ouest de Chicago, aux États-Unis. Al Capone et le tueur en série John Wayne Gacy y ont été incarcérés. On a exécuté des assassins entre ces murs. C'est un endroit charnière entre la liberté et la prison. Tous les détenus sont innocents jusqu'à preuve du contraire. Et chaque jour est un combat pour maintenir le contrôle. Aucune caméra n'a pu y avoir autant de liberté avant ce jour. La prison du comté de Cook est le plus grand établissement pénitentiaire des États-Unis. Mais la surpopulation est une menace constante. La prison est pleine à craquer. Et le personnel fait de son mieux pour maintenir l'ordre et éviter que les prisonniers ne récidivent. Chaque jour, de nombreux prisonniers arrivent. La tension monte et la violence éclate dans l'enceinte de la prison. Ici, vous avez de grandes chances de vous faire tuer, poignarder ou racketter. La section 11 est la plus perfectionnée de la prison du comté de Cook. Elle fait face au bâtiment principal et elle est équipée de caméras à chaque étage. Mais la technologie la plus perfectionnée n'empêchera jamais des prisonniers de se battre. Les caméras de surveillance de haute technologie du bâtiment filment Joshua Townsell, 21 ans, alors qu'il s'approche d'Eric Miranda, 31 ans, un prisonnier de longue date. Les deux détenus ont un compte à régler à propos d'une télévision cassée. Il s'est approché de moi, aussi vicieux qu'un serpent. Il m'a parlé gentiment, comme si de rien n'était, pour me mettre en confiance. Joshua Townsell est agressif et il mesure 2 mètres. Il prend Eric Miranda par surprise. Je me suis retourné, il m'a frappé. Et impossible de me défendre. Il y a des détenus dans la salle, mais pas de gardien en vue pour protéger Eric Miranda. Il est seul face à un ennemi beaucoup plus imposant que lui. Je l'ai frappé plusieurs fois au visage. Je l'ai éclaté contre les marches et je suis parti. Pendant ce temps-là, l'un des membres du groupe de Joshua Townsell agresse l'ami d'Eric Miranda. Joshua s'éloigne alors qu'Eric s'écroule sur le sol. Je peux pas ouvrir la bouche complètement, parce que toute ma mâchoire est encore gonflée. J'ai une dent qui me gêne, il va falloir l'arracher. Il m'a fait mal. Il m'a vraiment fait très mal. Lorsque les prisonniers craquent, il y a toujours quelqu'un qui trinque. Et impossible de prévoir ce qui déclenche leur violence. Je leur tombe dessus et je leur montre bien que je plaisante pas. La section 5 reçoit de nouveaux venus. Chaque jour, la tension monte, alors que 300 nouveaux détenus arrivent tout droit des rues de Chicago. Ils sont accusés de différents crimes et délits, depuis la conduite en état d'ivresse jusqu'au meurtre. La prison est pleine à craquer, et la moitié de ces détenus n'en est plus à son premier séjour. On passe tout notre temps dans cette merde. Aujourd'hui, le directeur, Tony Godinez, supervise l'arrivée des nouveaux détenus. Il est chargé de contrôler les prisonniers. Il a une relation particulière avec cette prison. J'ai grandi tout près de ce quartier. Et depuis que je suis enfant, je vis avec les histoires de la prison du comté de Cook. Tony Godinez travaille depuis 30 ans dans le milieu pénitentiaire. Vous avez un problème?
Il est arrivé ici en 2006 pour s'attaquer à un problème de taille, la surpopulation. La prison a déjà accueilli jusqu'à 11 000 prisonniers et prisonnières. La surpopulation engendre des bagarres, des agressions à l'arme blanche et des émeutes. Pendant des années, la population de la prison était si élevée que certains prisonniers dormaient à même le sol. La stratégie du directeur consiste à séparer les éléments les plus dangereux du reste des prisonniers. À quel étage? Dites-moi, vous avez fait combien de séjours ici? Un certain nombre. Je voulais vous poser une question. Quand est-ce que vous pensez ne plus revenir? Il sait parfaitement que la prison est toujours pleine à craquer. Il y a tellement de mouvements dans cette prison qu'il suffit de quelques individus problématiques pour perturber le reste des détenus. Les prisonniers sont de plus en plus nombreux à arriver et il faut déplacer d'autres détenus pour faire de la place. Paco Brown, 27 ans et membre du gang des Vice Lords, se rend à son procès. C'est un récidiviste. Il revient en prison après avoir été libéré en 2007. Il sait déjà à quoi s'attendre. Certains se font poignarder, d'autres se font agresser. C'est une question de lutte de territoire, en fait. Paco Brown aurait volé près de 70 000 € en espèces à un ferrailleur. C'est à l'intérieur de la prison du comté de Cook qu'il s'est fait tatouer ces 3 larmes. Elles peuvent représenter ses années d'activité au sein du gang ou encore le nombre de personnes qu'il a tuées. Elles sont tellement grandes qu'elles comptent presque double. C'est comme si j'en avais 6. Vous voyez ce que je veux dire? Paco refuse de nous révéler comment il les a obtenues. À leur arrivée, tous les types de criminels se retrouvent dans la même pièce. Les meurtriers présumés et les membres de gang, tout comme les prostituées transsexuelles. Isaiah Whitehead mesure 1,90 m et il ne passe pas inaperçu. Gardien, il faut qu'il passe par la sécurité et qu'il soit fouillé, mais pas ici. Cette fois-ci, Isaiah a été arrêté pour vol. J'ai été arrêté pour racolage 119 fois. Ils disent que j'ai volé un soutien-gorge, mais en fait c'était le mien. Je l'ai enlevé pour vérifier la taille. C'est pour ça qu'ils m'ont arrêté. Une fois en prison, Isaiah va devoir affronter les autres détenus, qui s'imagineront qu'il est faible. Il ne voit qu'une fille. Mais Isaiah ne se laissera pas faire. Faut savoir se défendre et les remettre à leur place. Ils vous traitent d'homosexuels ou de transsexuels. Certains prisonniers, enfermés avec des membres de gangs ou de dangereux criminels, craignent pour leur vie. Dans la section 9, ces prisonniers choisissent d'être mis en détention pour leur intérêt personnel, c'est-à-dire en détention protégée. Reconnaissables à leur combinaison jaune, ils préfèrent sacrifier la liberté dont ils pourraient profiter dans le grand quartier et être en sécurité. Ils passent 23 heures par jour dans leur cellule, ce qui réduit les chances d'entrer en contact avec leurs ennemis ou les brutes qui les persécutent. Ryan Malik, 20 ans, a été arrêté après s'être drogué avec du cannabis et du Xanax et avoir dévalisé une station essence. Vol à main armée. J'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est la première fois que Ryan est incarcéré. Il est neutre, c'est-à-dire qu'il n'appartient à aucun groupe de prisonniers. Il n'a personne qui puisse le protéger. Eh mec, j'en ai marre! Il a rapidement quitté le grand quartier pour intégrer la détention protégée. C'était du grand n'importe quoi. Il y avait des gangs partout. Les gardiens ne voient pas toutes les bagarres. Il y a des endroits bien cachés. Et voilà. Ryan a récemment reçu une offre qui lui permettrait d'échapper à la violence carcérale. J'ai le choix entre 4 ans dans un établissement pénitentiaire de l'Illinois ou le camp d'entraînement de la prison. Le camp d'entraînement de la prison du comté de Cook offre un programme de réinsertion de 120 jours pour les jeunes délinquants les moins violents. Gardez les bras devant vous et regardez droit devant. Ne tournez pas, continuez tout droit. Allez, on se dépêche! Le sergent Paul Wharton fait passer 18 semaines infernales à 48 jeunes détenus. Oui, mon sergent! Qu'est-ce que tu fais?
Retourne à ta place. Tu bougeras quand on te le dira. C'est le premier jour. Concentrez-vous sur moi. Vos camarades n'en ont rien à faire de vous. Tous les détenus du camp d'entraînement ont plaidé coupables lors de leur procès. Contre le mur. Allez, plus vite. En échange, le juge les a envoyés dans ce camp. Allez, on se dépêche. S'ils quittent le programme ou qu'ils en sont exclus, ils devront effectuer la totalité de leur peine. Ne prenez pas tout votre temps. C'est moi votre chronomètre. À suivre, un détenu craque et ne supporte plus la vie en prison. Et un autre ne respecte pas les règles de la section 1. Ça ne marche pas comme ça ici, tu ne me donnes pas d'ordre. La prison du comté de Cook à Chicago aux États-Unis. Les cellules sont pleines et la tension monte parmi les détenus. La situation est véritablement explosive. La section 1 est un quartier de haute sécurité. Les prisonniers y séjournant ont été accusés de voies de fait, de viol ou de meurtre. L'un des nouveaux arrivés refuse de coopérer. Il refuse de rentrer dans sa cellule. Le lieutenant Lal Darman, en poste, essaie une technique utilisée avec les enfants. Il va compter jusqu'à 3. Je vais te demander 3 fois d'entrer dans ta cellule. Si tu refuses la 3e fois, je t'enverrai du gaz. Le détenu refuse de bouger. Laissez-moi passer. Si le prisonnier devient agressif, les gardiens filmeront la scène et les images viendront compléter son dossier juridique. Les autres, reculez. Pour éviter qu'une arme ne termine dans les mains d'un détenu, les gardiens ne sont pas armés. Ils utilisent un gaz incapacitant pour maîtriser les prisonniers qui posent problème. Tandis que le lieutenant Lal Darman prépare son vaporisateur, le sergent Crook tente de convaincre une dernière fois le détenu de rentrer dans sa cellule. Il s'exécute enfin. Il faut que tu gères ce problème tout seul, avec ton cerveau. Tu es en prison, pas à l'hôtel. Ça ne marche pas comme ça ici, tu ne me donnes pas d'ordre. Les nouveaux détenus ont du mal à s'adapter aux règlements très stricts de la prison. Ok, on y va. Ils doivent marcher quand on le leur ordonne, se lever quand on leur dit de se lever et se coucher quand on leur en donne l'ordre. Ils ont l'impression d'être traités comme des enfants, et c'est le cas. Au sein de la section 2, la plus grande difficulté que rencontre Isaiah Whitehead est de maintenir son apparence féminine. Le jeune prostitué transsexuel n'a pas d'argent et il ne peut pas acheter de produits cosmétiques à l'intendance de la prison. Ses habitudes esthétiques et son look sont donc radicalement différents. La dernière fois que vous m'avez vu, j'étais pas complètement rasé. Mais j'étais pas aussi poilu que je le suis maintenant. C'est loin d'être l'idéal. Isaiah n'a pas les moyens de payer sa caution fixée à 150 €. Il va devoir rester en prison pendant quelques semaines et se défendre contre les prisonniers qui voudront des faveurs sexuelles. Ils se prennent pas pour n'importe qui. Mais si dehors une jolie fille, aussi jolie que moi, quand je peux me pomponner, ne leur adresse pas la parole, pourquoi je le ferais? Dans la section 6, Paco Brown, 27 ans, obtient facilement ce qu'il veut. Ce n'est pas la première fois qu'il séjourne à la prison du comté de Cook, et sa réputation lui permet de se faire respecter. Je connais presque tout le monde ici. Il y a toujours quelques grandes pointures à connaître en prison. Et l'influence que vous avez dans la rue vous suit en prison. L'élément le plus important pour un séjour confortable en prison, c'est l'argent. Si vous avez de l'argent, vous pouvez vous en sortir. Si vous êtes fauché, même si vous avez des relations, vous allez galérer. Ici, c'est vraiment l'argent qui fait le bonheur. Et Paco ne le sait que trop bien. Quand vous êtes en haute sécurité, vous devez vraiment faire attention à ce que vous dites et ce que vous faites. C'est plus dangereux.
Je suis assez costaud. Les autres prisonniers me laissent tranquille. Pour échapper à la prison, certains détenus optent pour le camp d'entraînement. De nombreux prisonniers attendent pendant des mois de pouvoir intégrer ce programme. Vous ne pouvez faire bonne impression que la première fois. Encore, du nerf! Si ces jeunes délinquants terminent le camp d'entraînement et sont relâchés, ils ont 2 fois moins de chances de récidiver que les autres détenus. C'est bien compris? Oui, mon sergent! Le camp d'entraînement est extrêmement strict. Les prisonniers doivent faire de l'instruction, assister à des cours, et les sergents instructeurs passent leur temps à leur hurler dessus. Vous devriez avoir honte. Recommencez. Allez, plus vite. Levez bien votre plateau et gardez les pieds serrés. Ryan Malik a 20 ans, et il prend son premier repas au camp d'entraînement. Levez vos plateaux jusqu'à la poitrine et avancez. Même pendant leur repas, les prisonniers ne sont pas autorisés à se parler ni à se regarder. Vous ne savez pas vous comporter correctement? On va vous apprendre. C'est bien compris? Oui, mon sergent! Les prisonniers qui refusent d'obéir aux ordres sont vite remis à leur place. Va au coin. Quand l'un d'entre vous va au coin, il empêche les autres de pouvoir se reposer. Ils ne reçoivent que 5 avertissements avant d'être renvoyés de l'autre côté de la prison. Ok, on y va. Ces jeunes sont sous le choc. Ils ne pipent pas un mot. Et je vous garantis qu'ils n'ouvriront pas la bouche. Mais dans la section 9, le quartier de haute sécurité, c'est une autre histoire. Les gardiens doivent réagir. Un prisonnier a craqué. Éloigne-toi de la porte. Tyson Reed, 19 ans, accusé d'agression sexuelle, ne supporte pas d'être enfermé dans sa cellule. Il est maintenant dans la salle commune de la section 9, mais il refuse d'obéir aux ordres et de regagner sa cellule. Après qu'il a refusé plusieurs fois de retourner dans sa cellule, le sergent Zimny n'a plus le choix. Il doit utiliser son gaz incapacitant. Mais alors que le gaz lui brûle les yeux, Tyson continue à provoquer les gardiens. Il trébuche et le sergent Zimny en profite pour l'aveugler à nouveau. Cette fois-ci, le gaz est efficace. Ok, retourne-toi et mets les mains derrière le dos. Tout de suite! Mets les mains derrière le dos! Les gardiens parviennent à maîtriser le délinquant agité et l'emmènent pour qu'il se nettoie le visage. Enferme-le. Enfoiré! Dans la section 6, un jeune agressif est emmené après avoir frappé un gardien. Ne t'avise pas de me toucher. Reste tranquille. Il a refusé les menottes et a frappé un gardien au visage. Je vais me faire soigner parce que je saigne. Je vais passer une radio car j'ai peut-être le nez cassé. Ça fait partie de notre boulot, c'est pour ça qu'il est aussi stressant. On peut pas s'imaginer ce que c'est de travailler ici tant qu'on n'en a pas fait l'expérience. Personne ne peut comprendre ce que c'est. Lorsque les détenus deviennent violents, c'est à la brigade criminelle de renseignement, la CIU, de les traduire en justice. Dans la section 9. Tyson Reed est accusé d'avoir craché sur un gardien. Il n'a créé que des problèmes depuis son dernier incident il y a quelques jours. Le jeune homme de 19 ans reçoit donc la visite des inspecteurs du CIU, Joe Duganzik et Jim McCaffrey. Nous l'avons rencontré 5 fois au cours des 10 derniers jours. C'est une menace pour les autres à chaque fois qu'il sort de sa cellule. Tyson Reed, est-ce qu'on peut le voir? Asseyez-vous, monsieur Reed. Tyson Reed essaie d'abord de passer pour un idiot. Vous vous souvenez de l'incident? On m'en a parlé aujourd'hui. On vous en a parlé? Vous ne vous souvenez pas de l'incident? Non, je m'en rappelle pas du tout. Pas du tout? Non. Tyson change bientôt sa version des faits et admet avoir craché sur le gardien. Les inspecteurs sont surpris quand il leur révèle pourquoi il a agi ainsi. Il cachait un mélange dégoûtant dans sa cellule pour le jeter sur les gardiens qui passaient. Vous prépariez un mélange pour ensuite le jeter sur les personnes qui passaient. Et c'était quoi ce mélange? C'était de la pisse, avec du désinfectant, de la crème et de la poussière. Lorsque le gardien a mis la main sur sa décoction, Tyson s'est énervé.
Je lui ai craché à la figure, parce qu'il avait mis le souk dans mes draps et mon lit. Oui, je lui ai craché à la figure. Pourquoi vous ne l'aimez pas? Qu'est-ce qu'il vous a fait? C'est normal que ce ne soit pas votre meilleur ami, mais il doit faire son travail. Je m'en fous, moi, de son boulot. Le mobile de Tyson est très simple. Il veut qu'on le laisse tranquille. J'aime personne. Je veux pas voir d'autres prisonniers comme moi. Je déteste les mecs. Suite à ces actes, Tyson est transféré dans une partie du bâtiment réservée aux procédures disciplinaires. Il obtient ce qu'il désirait, l'isolement en cellule. Ils agissent de la même manière qu'à l'extérieur. S'ils sont incapables d'entretenir des relations avec les autres en liberté, ce sera la même chose ici. Dans la section 11. Oui, mon lieutenant! Ces cadets s'entraînent pour devenir gardiens. Ils recréent les conflits mortels qui surviennent en prison. Cette technique d'entraînement unique oppose les cadets à des gardiens expérimentés. Les gardiens en protection rouge jouent le rôle des prisonniers les plus violents. Le gardien Harry Wheeler entraîne les nouvelles recrues. Les rôles qu'on joue durant ces entraînements sont inspirés par des détenus et par des incidents qui se sont déroulés en prison. Les élèves rencontrent immédiatement des problèmes dès qu'ils demandent aux faux prisonniers de regagner leurs cellules. À vos cellules! Les cadets perdent rapidement le contrôle et la situation tourne au vinaigre. C'est terminé. Le prisonnier a pris le dessus, tu vois? Les faux prisonniers se jettent immédiatement sur la cadette Monique Cooper. Allez, défends-toi, sinon je vais te poignarder. L'instructeur James Banks fait tout de suite remarquer aux cadets que si l'exercice n'en était pas un, ils auraient tous eu de très gros problèmes. Ils allaient vous emmener dans leur cellule. La première chose qu'ils font quand ils repèrent une femme, c'est d'essayer de l'emmener dans leur cellule. Je peux vous poser une question? Oui, sergent. Vous étiez comment en ce moment-là? J'étais toute seule, sergent. Exactement, c'est à ce moment-là qu'on se retrouve avec un couteau sous la gorge. On ne va pas vous expliquer quoi faire une fois arrivé là. Votre vie est en danger et il faut prendre des décisions difficiles. À suivre, les gardiens de la section 1 découvrent quelque chose qui surprend même le personnel le plus chevronné. On ne voit jamais ce genre de choses. Je ne bougerai pas! Et les cadets doivent faire face à une situation terrifiante. J'ai récupéré l'arme! La surpopulation carcérale met en danger les prisonniers tout comme le personnel de la prison du comté de Cook. Lorsque les prisons sont pleines, les nerfs sont à fleur de peau et les prisonniers risquent de s'en prendre au premier venu. Les gardiens apprennent à résister aux provocations perpétuelles des détenus. Ils se mettent à vous insulter, à faire des remarques racistes ou à vous parler de votre mère avec qui ils prétendent avoir eu des relations intimes. Ils vous tapent sur le système. L'entraînement des élèves gardiens leur apprend à résister à ce genre de provocation. Harry Wheeler et les autres instructeurs portent des protections rouges. Ils vont simuler les situations violentes que les gardiens d'une prison doivent affronter. Au cours du dernier exercice, les cadets n'ont pas su garder la situation sous contrôle et Monique Cooper était sur le point d'être traînée dans une cellule. Ils doivent maintenant faire face à un autre type de problème. Je vais te poignarder. Ok les gars, tous à vos cellules. J'ai pas envie de bouger! Allez! Je ne bougerai pas! Pour cet exercice, les cadets devront faire face à une émeute. À terre! Les détenus dissimulent encore des armes improvisées. Mais cette fois-ci, les cadets savent à quoi s'attendre. Lâche ton arme! Je te dis de lâcher ton arme! C'est bon, j'ai récupéré l'arme. Les cadets travaillent en équipe pour reprendre le contrôle de l'étage avant que les prisonniers n'aient le temps de prendre le dessus. Laisse-toi faire! Arrête de résister! Même l'instructeur Harry Wheeler est neutralisé. Une fois l'exercice terminé, les cadets sont félicités par leurs instructeurs. J'espérais traîner quelques filles dans les cellules, mais ça n'a pas été possible. Non, impossible. C'est que tu n'as pas bien fait ton boulot. C'est eux qui ont bien travaillé. Le bâtiment que les gardiens craignent le plus, c'est la section 1.
Parmi les 1200 prisonniers de ce quartier de haute sécurité, nombreux sont ceux qui ont été inculpés pour meurtre ou viol. C'est l'endroit où circule le plus d'armes improvisées, fabriquées par les détenus. Les gardiens l'appellent l'usine à lames. À l'étage E4, les gardiens effectuent une fouille des cellules. Ils suspectent certains prisonniers de préparer un affrontement. Alors que les prisonniers se trouvent dans la salle commune, les gardiens fouillent minutieusement les cellules, les couloirs et toutes les cachettes potentielles. Douglas Ptak fait une découverte surprenante. Un énorme sac d'alcool de contrebande. Il n'en a jamais vu d'aussi grand. C'est de l'alcool de contrebande. Sans aucun doute. On trouve de l'alcool fabriqué par les détenus dans beaucoup de prisons américaines. Il s'agit de pelures de fruits fermentés qu'ils mettent ensuite dans des pots en verre. Les gardiens continuent leur fouille à la recherche d'armes. Willie Robinson découvre quelque chose de très inquiétant. Une lame en métal de 10 cm cachée sous des produits d'entretien. Il ne plaisante pas, il avait l'intention d'attaquer quelqu'un. On peut tuer un homme avec une lame comme ça. Ce n'est pas une lame comme les autres. Il y a une rainure sur le côté qui sert de rigole pour que le sang puisse s'écouler plus rapidement que lors d'une hémorragie ordinaire et qu'elle puisse donc tuer plus rapidement. On ne voit jamais ce genre de choses. C'est peut-être pour liquider quelqu'un. Un gang cherche peut-être à se protéger d'un gang rival. Au camp d'entraînement de la prison, un détenu en possession d'une telle lame serait tout de suite envoyé devant un juge. Les prisonniers ne sont pas libres de leurs mouvements pour éviter de possibles bagarres. Levez-vous! Allez-y, levez-vous! Oui, mon sergent! Regardez droit devant vous. Vos pieds doivent être à un angle de 45 degrés. Restez immobile. Ne bougez pas d'un poil. Les prisons sont pleines à craquer de détenus dangereux. Les gardiens souhaitent que les jeunes délinquants qui ne sont pas agressifs sortent le plus rapidement possible. Alignez-vous par 3. Gardez les yeux devant vous. Ryan Malik purge une peine pour vol à main armée. Pour lui, le choix qu'il a à faire est évident. Je peux passer 4 ans en prison ou venir ici et repartir à zéro. Les méthodes du programme de réinsertion ont prouvé leur efficacité. 50% des prisonniers qui purgent leur peine dans les autres bâtiments de la prison récidivent, alors que seulement 20% des prisonniers du camp d'entraînement retournent en prison. Je suis très sérieux, aussi vite que vous le pouvez. Mais pour James Hughes, qui a intégré le camp d'entraînement, ces statistiques ne sont pas convaincantes. Le jeune délinquant de 21 ans doute de lui-même. Il rencontre le directeur du camp, John Harrington. Détends-toi. Le capitaine m'a dit que tu voulais abandonner le camp, c'est vrai? Oui, monsieur le directeur. Tu veux bien m'expliquer pourquoi? Je me mets facilement en colère. Et j'ai peur de frapper un gardien à nouveau si je reste. Tu pourrais frapper quelqu'un? Oui, c'est ça. James est accusé de possession de drogue, notamment de 34 pilules d'ecstasy. S'il quitte le camp, il devra purger une peine de 3 ans de prison. 3 ans. 3 ans, d'accord. Tu ne préfères pas sortir d'ici dans 18 semaines plutôt que dans 3 ans? Si, monsieur. Tu n'as passé qu'une journée ici. Oui. Je crois que tu devrais être un peu plus patient. Reste encore une nuit et réfléchis. Il ne lui faut pas longtemps pour se décider. En résumé, James Hughes va quitter volontairement le camp d'entraînement. Il est parfaitement conscient qu'il va retraverser la rue et rester de l'autre côté. Il préfère passer 3 ans en prison que 4 mois en camp d'entraînement. Il est reconduit dans sa cellule avant d'être transféré en prison. Dans la section 6, un groupe de prisonniers a choisi d'assister à des cours, alors même qu'ils risquent d'écoper d'une longue peine de prison. Voilà vos toges. Un peu de calme, s'il vous plaît. Ces 19 élèves sont inculpés de divers crimes, parmi eux des vols à main armée, des viols et des meurtres. Aujourd'hui, ils terminent le lycée. Le major de la promotion, Lawrence Dupri, est accusé d'homicide volontaire.
Il faisait partie d'un gang et aurait tué un membre d'un gang rival durant une fusillade. Nous tous, ici présents, nous ferons ce que chacun doit faire dans la vie. Prendre des décisions. Certains feront le bon choix, d'autres le mauvais. Ça fait partie de la vie. Vous pouvez faire passer le pompon de votre toque à gauche. Félicitations! Au travail! Il n'y aura pas de fête de fin d'année pour ces jeunes lauréats. Ils regagnent leur cellule de 2,5 mètres sur 3. Ils resteront en prison jusqu'à ce qu'ils soient condamnés ou déclarés innocents. Vous avez en face de vous le major de la promo, qui retourne à sa cellule. La partie de la section 9 réservée aux étudiants est tout aussi dangereuse que le reste de la prison. Avancez! Une unité spéciale appelée équipe tactique d'urgence est chargée de maintenir l'ordre chez les détenus. On effectue des fouilles quotidiennes, ça n'arrête jamais. C'est notre travail. Chaque année, environ 100 000 détenus séjournent à la prison du comté de Cook. Même s'ils sont présumés innocents tant qu'ils n'ont pas été reconnus coupables, ils pourraient représenter une menace pour les autres détenus ou le personnel de la prison. Leur séjour dans cette prison n'est pas leur punition. C'est simplement un moyen de les séparer du reste. Wish your chicken was bigger. The long chicken and three. Hey, can I have a Dorito? Nice catch. Mom, Dad, this is Cindy. Cindy, yes! So nice to meet both of you. Nice to meet you finally. Travis has told us so much about you. All good things, I hope. Yes, of course. Please, please, Thank welcome. you. Oh, Mom, no. Dad, this is Shannon. Oh, hi. Shannon? And this is Aaron. Hey, cutie. That is Jessica. Jenny, Sarah, Megan, Hi. Nicole, Elizabeth. Relax. Using mine. Relax. I'll have this all cleaned up. I'll make you a nice dinner. Love you. Bye. Bye, baby. What are you looking at? Get in here. Scrub it! I am! Get in here. Two cups flour. Stir! Don't speak! Faster! Stir! Wow. You like? I slaved all day. De la société. Lorsque des prisonniers dépassent les limites, le directeur Tony Godinez ne peut pas se permettre d'y penser à deux fois. Hors de question de supporter des comportements difficiles. En cas de problème qui pourrait menacer la sécurité de la prison, on envoie une équipe. Il s'agit d'une équipe d'intervention d'urgence. Aujourd'hui, elle a pour mission la fouille de la zone scolaire de la section 9. Ok les gars, mettez-vous en ligne. On monte au 3A. Le sergent John Manos suspecte certains groupes d'élèves de posséder des armes blanches. À terre tout de suite! Le bruit de chasse d'eau résonne dans la salle. Les prisonniers se débarrassent de leurs produits de contrebande. Il vient d'essayer de se débarrasser d'un pantalon dans les toilettes. Il découvre des messages codés passés d'un détenu à un autre. Ce sont des ordres venant d'un gang. Ils mettent 6 semaines à inventer un code que nous déchiffrons en à peine 30 secondes. Ce message dit qu'il y a 5 lames, 5 armes blanches à cet étage. On va passer notre journée à le fouiller. Tout indique qu'une guerre des gangs est sur le point d'éclater.
C'est vraiment n'importe quoi. Le sergent Manos sait parfaitement d'où provient le message. J'ai des informations qui laissent à penser que ce message provient de cette cellule. Si ces objets sont utilisés, t'en subiras les conséquences. Si tu caches des choses dans ta cellule, tu ferais mieux de me le dire tout de suite. Le silence du prisonnier vient confirmer les soupçons du sergent. Ces détenus pourraient cacher quelque chose. J'ai également remarqué que certains détenus avaient placé leur matelas devant la porte de leur cellule. Ça peut signifier que l'atmosphère est tendue et qu'ils ont peur de se faire surprendre pendant leur sommeil. Les lames ne sont pas retrouvées. Elles ont certainement été jetées dans les toilettes. Mais le sergent n'a pas besoin d'en voir plus pour réagir. Écoutez tous! Je ne sais pas ce qui se passe là-haut, mais j'ai trouvé des messages qui indiquaient que vous êtes en guerre. Si c'était vrai, vous me le diriez? Non. Certains disent que oui et d'autres que non. Le sergent verrouille toute la zone. Les prisonniers seront enfermés dans leurs cellules, sans promenade, jusqu'à nouvel ordre. C'est pas logique du tout. Il n'y a pas grand-chose qui soit logique ici. C'est comme ça. Non, non, attends! Ils essaient de nous rendre dingues. Dans les couloirs de la section 9, Tyson Reed refuse toujours de coopérer. Il n'est pas très sociable et fait des siennes pour éviter d'avoir un compagnon de cellule. Depuis qu'il a craché sur un gardien, il a été accusé de 5 ou 6 autres délits. La brigade criminelle de renseignement l'a à l'œil. Il y a eu plusieurs altercations avec d'autres détenus. Hier, il en est même venu aux mains avec un gardien. À l'aide de mouchoirs en papier et d'une ampoule chaude, Tyson a mis le feu à sa cellule. Lorsque les gardiens font sortir l'adolescent, il peut à peine respirer. La fumée envahit le reste de l'étage et les détenus se mettent à crier. On va mourir! Quel est ton problème aujourd'hui? Les gardiens emmènent Tyson et le conduisent à l'hôpital. Pourquoi tu as mis le feu? Le lendemain matin, il regagne sa cellule calcinée et explique pourquoi il a fait ça. J'ai allumé un feu. J'étais énervé. Fallait que je me défoule. Et il ne compte pas s'arrêter là. Vous voulez voir ce que je vais faire demain? Vous voulez voir? Dans le plus grand établissement pénitentiaire des États-Unis, la surpopulation menace de faire craquer les détenus. Pour réduire la violence, la prison doit absolument faire diminuer le nombre de prisonniers. Le directeur général de la prison, Tony Godinez, ne le sait que trop bien. C'est hallucinant. Près d'un demi-million de personnes transitent par cette prison chaque année. En conséquence, il y a des altercations et des agressions à l'arme blanche. Dans la section 6, certains petits délinquants rentrent chez eux. La prison tente d'accélérer le processus de remise en liberté. Avancez sur une même file, sur une même file. Une file, une seule file. Le juge les assigne à résidence grâce à un système de surveillance électronique. Je vais vous demander de me remplir ces formulaires. Les inspecteurs s'assureront que vous ayez un endroit où loger. Mais il existe une condition. Il faut qu'un proche vous accueille chez lui. Quel est votre numéro de dossier? Ils peuvent utiliser les téléphones pour trouver un endroit où loger. Les prisonniers devront porter un bracelet électronique à la cheville 24 heures sur 24. Il y a un appareil portable qui est relié à la ligne téléphonique de la maison. Si le signal ne nous arrive plus, on sait que le prisonnier a quitté son domicile. José Rivera, 27 ans, est accro à l'héroïne. Il est sur le point de rentrer chez lui, mais il doit d'abord convaincre son père de lui ouvrir sa porte. Non, non, écoute-moi, ils essaient de me donner l'opportunité de sortir. Papa, je t'en prie. Je t'en supplie. J'ai personne d'autre, papa. José Rivera a déjà séjourné à la prison du comté de Cook.
Il volait pour acheter de la drogue et ses relations avec ses proches sont loin d'être au beau fixe. Je connais personne d'autre, papa, s'il te plaît. Ok, bye. J'ai nulle part où aller. Nulle part? Non. José Rivera n'a nulle part où aller. Il restera donc à la prison du comté de Cook. Mon père veut que je reste en prison. Je peux pas rentrer chez moi. Il dit que c'est mieux pour moi. Asseyez-vous. De l'autre côté de la prison, Ryan Malik et les recrues de sa section portent également des bracelets électroniques. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de sortir de prison. Aujourd'hui, ils rentrent chez eux. Ryan Malik. C'est la remise des diplômes au camp d'entraînement. Bravo, vous avez réussi. Je vous félicite à nouveau. Continuez comme ça. Oui, monsieur le directeur! Cette cérémonie marque la fin de la première phase du programme du camp d'entraînement. Les instructeurs rappellent immédiatement aux prisonniers qu'ils seront encore sous contrôle judiciaire pendant les 8 mois suivants. N'oubliez pas d'apporter cet uniforme chaque fois que vous venez au rapport. Oui, mon sergent! Une fois que Ryan aura quitté le camp, il sera assigné à résidence pendant 4 semaines, puis en liberté conditionnelle. La mère de Ryan est persuadée que son fils ne reverra plus l'intérieur d'une prison. C'est très positif. Sa vie sera bien meilleure maintenant. Il voit les choses différemment. Mais certains détenus reviennent à la prison du comté de Cook. À l'extérieur de la section 11, des gardiens ont découvert un problème préoccupant. Un point faible dans le système de sécurité. Les gardiens découvrent 2 personnes au comportement suspect sur le terrain de la prison. Comment êtes-vous sorti de prison? J'ai purgé ma peine. Et vous étiez où? Dans la section 11. Les 2 hommes ont été relâchés il y a quelques heures à peine. Les gardiens m'ont communiqué par radio qu'ils t'avaient vu jeter de la contrebande. C'est pas vrai. Vous dites que c'était un caillou? Oui. Ne bougez surtout pas d'ici, je dois informer mon supérieur. Le sous-directeur de la section 11, Daniel Morecci, ne croit pas un mot de cette histoire. Ils prétendent qu'ils essayaient simplement d'attirer l'attention de leurs anciens codétenus. Mais nous sommes en train de fouiller à l'intérieur pour vérifier s'ils ne leur ont pas transmis de la drogue ou des armes. Les gardiens ne perdent pas de temps. Nous avons déployé des unités avec des chiens autour de la clôture. Quand pensez-vous arriver à l'extérieur? Envoyez un autre gardien, la zone à couvrir est vaste. Une fouille minutieuse de toute la zone ne donne rien. Si de la drogue ou des armes ont été transmises à la section 11, elles ont maintenant disparu au cœur de la prison. On ne sait pas ce qu'ils ont jeté. Ils disent qu'il s'agissait seulement de cailloux, qu'ils voulaient dire au revoir à leurs amis restés à l'intérieur. Aucune preuve n'ayant été retrouvée, les 2 suspects sont relâchés. À la prison du comté de Cook, à Chicago, la surpopulation est un problème de taille. Plus il y a de nouveaux arrivants et plus il y a de problèmes. Le directeur, Tony Godinez, et le personnel de la prison tentent d'éviter que la violence n'éclate et que les prisonniers ne récidivent. Nous voyons avec inquiétude les prisonniers qui reviennent les uns après les autres. Si la situation ne change pas à l'extérieur, les risques que ces détenus récidivent et reviennent en prison sont très élevés. Chaque jour, des centaines de prisonniers sont relâchés. Quand vous entendez votre nom et votre prénom, levez la main bien haut, d'accord? Ceux qui ont suffisamment d'argent pourront payer leur caution avant leur procès. D'accord, désolé. Les prisonniers ressortent de la même façon qu'ils sont arrivés. Certains ne remettront jamais les pieds dans une prison. A warm welcome to all that have
joined us this evening for this gospel broadcast. We appreciate those who have been listening and watching over the nights that have gone last week and now this week as well. If you're listening on Zoom or Facebook, we appreciate the time that you're given, and we do trust that as you listen to the gospel another night, that it might be a blessing to each and every one, and especially if as yet you're not a believer, as yet not knowing the Saviour personally in your life, we long that you might come to trust Him and make Him your Saviour and friend. These meetings are broadcast each evening at 8:30 every night, including Saturday night at 8:30. They are in association with Grole Gospel Hall, and we trust that you'll make the meetings widely known, that you'll tell your friends, your neighbours, your family, because as we have said in nights past, this message is for all. And thank God there's no limitations with the wonderful work of Christ. Now Thomas is going to speak to us this evening, and we trust that he will have help to do so. And just before he comes, we'll briefly commend it to the Lord. Shall we pray? Our God and Father, in the name of the Lord Jesus, we give thee thanks for thy care over us another day. We thank thee for every mercy, sometimes things that we take for granted. We remember that every good and every perfect gift, it cometh down from above, from the Father of lights, with whom there is no variableness, neither shadow caused by turning. We thank thee that in a changing world, there is an unchanging Christ. And so we just pray to bless this broadcast this evening, as Thomas would come now to speak to us, that he might be given help from thyself, and that thy word might be used by the Spirit of God to speak into hearts and lives, and that this might be the night when there would be a response to the preaching of the cross, when some soul or souls would come to the Saviour and trust Him. We pray this in thy precious name. Amen. Well, it's my privilege to be here again this evening, and thank you for joining us, and we do trust that God will bless everyone that's listening to this evening. And we do believe honestly that God wants to bless. We are thankful for the invitation to be here to speak about the Lord Jesus, and we know that God wants to bless you this evening, and we trust that that's what will happen. Once again, I want to read with you from the Word of God, because what we say doesn't really matter. It's what God says that really is of eternal consequences. We read the other evening from the Epistle to the Romans chapter 10, and we're going to read there again this evening. And the scripture says, "If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, or Jesus to be thy Lord, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved." No ifs or maybes, no doubts, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture saith, "Whosoever believeth in him shall not be ashamed." For there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. For whosoever, that just means you, me, or anybody else, that shall call upon him, call upon the name of the Lord, shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? That's why we're here this evening. God has sent us, and the folks at Grole have invited us.
As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. But here's a sad verse. But they have not all obeyed the gospel. I wonder this evening, have you obeyed the gospel? I want to read with that a verse or two from John's gospel, and you'll find it in chapter 20 if you want to look it up. It's found in John 20 and in verse number 30. John says this, and many other signs or miracles truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book. But these are written, that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through his name. And so we do trust that God will bless this reading from his word this evening. The other evening we were thinking about information that requires our attention. I noticed this morning that on one of the news media outlets today, there was a man speaking and he said the problem is that when we're dealing with COVID, we don't have all the information. The medical officers and the chief scientific officer, they're informed about things and they pass it on to the government and they make decisions, but we don't have the information. Therefore, we can't understand why they're doing what they are doing. I hope we have seen in nights past that God gives us the information as to why we need salvation. Night after night we've tried to see. Paul speaks to the people at Rome and he reminds them that there's no difference for all of sin. And we've thought about earth's contamination. By one man sin entered into the world, and death by sin, so death passed upon all men, for that all have sinned. This is a hereditary problem. All of us have it, and we received it right down the line from Adam himself. And so we have the information as to why we have the problem. We have the information as well from Scripture that we can do nothing about the problem. The Bible makes it clear that we're without strength. We're unable to meet our own need or anyone else's need. And then we discovered we have the information in the Scripture of divine intervention. That God put his love on display toward us. In that while we were yet sinners, Christ died for us. And here's the information, that what we needed has happened years before we were born. In due time, Christ died for the ungodly. And so the message is one of substitution, that what you and I should have paid, the penalty for our sin, it has been paid on Calvary by the Lord Jesus Christ. We heard last night about the one who shed his own blood, who gave his life, that's what it really means, so that you and I might have life. And so we have the information about this great salvation that we each can have. But not only is there information that requires our attention, but there's something else. And I noticed someone this morning said, the government tell us that we can't do this and we can't do that and we shouldn't do. The instructions are not clear. And they cited a few instances and asked the reporter, can we do this, can we do that? It seemed that they had not made it clear in the legislation as to what could be done in certain circumstances and what was forbidden. So it brings us to instructions that require action. We all know that we should have masks on, and we had before we started the broadcast. We all know we've got to keep 2 meters apart, we've got to wash our hands, and we try to do these things. And then there's a raft of other things that they're asking us to observe as well, for the benefit of the community. Now then, for the blessing of salvation, there are instructions that require action. We have seen this evening, I hope, from the Bible that we have read, how a person gets the blessing. You know, some people are confused about God's instructions. Maybe it is that they haven't stopped to listen to them. I suppose it's a problem we all have by times. When we get a new product and we get it into the house and we can hardly wait to get the box open and the wrapping paper taken off it, and we get it out of the polystyrene or whatever it might be in, and then we set about setting it up. And we try this and we try that, and then very often, when all else fails,
read the instruction. We think we know what to do. We try to do it. And when we're beat, you've got to go to the manual. Maybe that's why people haven't yet got salvation. They have their own ideas about it, how they should get it and what they should do. Well, I want you to notice tonight what the Bible says. How can a person be saved? Well, let me say there's one or two things clear in Romans 10 that are not involved. As Paul writes to the people, he doesn't mention their hands. It's not about works. It's not about working with our hands or paying to get this blessing. Hands don't come into it. Some people have the idea that they've got to work and that they've got to do the best that they can. And by being a good person, that they can earn a place in heaven and salvation from hell. No mention of hands or doing. You know, other people have got the idea it's about feet and going. The only feet mentioned, if you noticed when we read it, was about the feet of those that bring the gospel. And how good it is that God over years has sent people to bring this great message. And people have left this country and gone across the world carrying the message. And it mentions the going of the preachers, but not the going of the people listening. You don't have to make a pilgrimage. It's not even about going to a gospel hall or going to church. You could go to a hall every week. You could be born in a church and live in a church and die in the church and perish and be in hell. So it's not about going. It's not about feet. Oh, you say, well, it must be about knees then. We have to get down on our knees and implore the God of heaven to bless us. We didn't read about knees either. You pray to the Lord, there's a God in heaven, and we have read this evening that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. If there's a cry rises from a heart, wherever they are, whatever they're doing, really realizing, I need a Saviour. Lord, save me. That's what Peter cried. And the Lord heard him. Well, you say, well, it must be about the head then. We need to really understand these things. And if you could understand them, well, then that would be what it's about. Well, if you look at the passage again, you'll discover it doesn't mention that either. There's many, many things that we use and get benefit from that I have to say I don't understand. Here we are doing a broadcast tonight. And how it works in Facebook and how it works in Zoom baffles me. And how I could send a message today to a friend in the centre of Africa, and in a second he'd got it, and in a second he'd replied. And then even better than that, my son's picture came up on my phone screen, and I could see him sitting in Zambia, just as clear as if he was in the next room, or even beside me. I don't understand how it works. Baffles me. God doesn't ask you to understand how the gospel works. What does he ask you to do? Do you know what's mentioned? The heart. Now we talk about loving someone with all our heart. That doesn't mean to say that we love them with this organ that pumps blood around our body. You know that. When we speak about the heart, we speak about the whole person. And so what it says, that if thou shalt confess with thy mouth Jesus to be thy Lord, and believe in thine heart. Tell me, do you believe the record that God has given concerning his Son? That's all really that he asks you to do. Heart work, the whole being, believing the record and depending on it for blessing. You'll know by now that I'm reading a book by Adrian Rogers. I recommend you can read it yourself. I was really enjoying a part of it today. He writes a story about a man that came to see him in his office years ago. When the man came in after a little bit of introduction, Rogers said to him, he said, "Tell me, are you a Christian?" "No," said the man, and he laughed. He said, "I'm not a Christian." Turned out that he professed to be an agnostic.
That is, someone that didn't know whether there was a God or whether there wasn't. He was a top scientist in the space program in the United States. But as far as God was concerned, he said he didn't know. Adrian Rogers said to him, "Tell me, are you an honest agnostic or a dishonest agnostic?" He said, "I'd like to think I was honest." "What do you mean?" Well, he says, there's a big difference. An honest agnostic is someone that doesn't know. They haven't received the facts, and therefore they're unsure. A dishonest agnostic is someone that doesn't know because he doesn't want to know. And he doesn't want to see the facts in case they tell him something that he's not prepared for. Just the same way as a thief doesn't want to find a policeman. Maybe that's you this evening. Maybe you profess not to know, and it's really because you don't want to know. Adrian Rogers said to him, he said, "Let me ask you a question. If you're an honest agnostic, would you be prepared to sign your name to something like this? I don't know if there is a God. I don't know if Jesus Christ is the Son of God. I don't know if the Bible is the Word of God. But I really would like to know. And I want to research the evidence, promising that whatever I find, I will accept and do it, no matter what it might cost or change in my life." The man paused and pondered. "Yes," he said, "I would be prepared to sign that. I really would like to know. And I would be prepared to put God in the laboratory, so to speak, and see if the evidence that we have indicates his being, and that Jesus Christ is the Son of God, and that he wants to bless me." "Well," said Adrian Rogers, "I want you to go home. I want you to take John's Gospel." And he said, "I want you to read it honestly and look at it with that open, honest promise to God that if he shows you that he exists and that Jesus Christ is his Son, that you will believe him and trust him for eternity." The man went away. That's where we are just this evening. We read this evening, John writes his Gospel, and he tells us why he writes it. Sometimes you get a letter from someone and you wonder why they've written it. And you read it, and then you reread it, and you're trying to find between the lines what they're really trying to say. John tells us why he wrote. "Many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book, but these are written." Why? "That you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through his name." That dear man began in John's Gospel. What a book it is. Many miracles the Lord did. John calls them signs. And Nicodemus, who came to see the Lord Jesus, you read about him in chapter 3 of John. He was a learned religious man, the teacher, the prominent teacher of all Israel. Here's what he said: "We believe that you're a man sent from God, for no one could do the miracles that you do except God be with him." He had come to believe that only God could do what the Lord Jesus was doing. John says, "Many other signs truly did Jesus, but these are written." Why? "That you might believe." We have noticed that Jesus is in the transforming business. He it is who transforms lives. He changes people inside out. He changes their destiny in eternity. He changes their desires in life. And he just changes everything about us. And so John records for us. Chapter 2, the Lord's first miracle, he turned water into wine. Wine speaks of joy. There was a wedding feast, and the folk were disappointed they'd run out. And the Lord of glory meets in need. If you want joy, real joy, let Jesus come into your heart. He's in the joy business. He said, "I am come that they might have life, that they might have it in all its fullness." And so we see he transformed the situation. He brought joy. Chapter 4, we have a nobleman
and his son has no health. He's right at the point of death. He's in despair. The man comes to Christ, and the Lord meets him at the point of need. Maybe there's someone there this evening, and you're just feeling that life's not worth living. You're at a point of despair. Do you know this? The Lord didn't even have to go the 20-odd miles to the man's house. We heard the other evening that he has power over distance. And all he had to do was speak the word. That noble man accepted it, and the child was healed. No health, no problem to the Lord. You go over a little bit further. You come to chapter 5 and you'll discover a man who has no strength. Here's a man, and he's been lying at what we would call a health spa. A place where there was water and porches and people got down into these healing waters. He'd been lying there for 38 years. He said, I've nobody to help me. The Lord asked him a question. Wilt thou be made whole? Will you be made better? Can I ask you tonight, would you really like things to change in your life? Would you like Christ to make you better, to forgive your sins, fit you for heaven? Do you know what happens? The Lord's able. When a man has no strength, and he rises, he takes up his bed, and he walks away. Wonderful thought. He was there with his head on the bed, and he left with the bed on his head. What a change. He's in the transforming business. Can't stay with it. Chapter 6. Here's a multitude of people with no food. 5,000 men beside women and children. He asked some of them about feeding them and realized it would take a year's wages to provide for them. But the Lord knew what he would do. And the Lord took those little fishes and those few loaves, and he broke it up. He gave it to the disciples and they gave to the people. Do you know what it tells us? They were all filled, and they gathered up 12 baskets of leftovers. God doesn't do anything miserably or niggardly. When he makes provision, he makes enough to spare. That's the message of Calvary. When Christ died on the cross at Calvary, he did enough to meet your need and my need and a guilty world's need. And he is able. No food, and the Lord supplies the need. The Lord, he himself said, I am the bread come down from heaven. Bread of earth won't satisfy, won't fill. These people were filled and satisfied. Can't stay with it. Chapter 6 again, down the chapter, you'll discover that the disciples were sent in the boat to the other side. And they went straight into a storm. They had no peace. And they were toiling and rowing in the darkest part of the night, and how dreadful it must have seemed even to those sea-hardened fishermen. They were in despair. And then the Lord came to them walking in the water. You know what he had to show them? They were scared that the water was going to over them and they were going to sink to the bottom. He had to show them what they thought was over their heads was under his feet. And you know, when he arrived at the boat where they were, it says they willingly received him into their ship. Would you willingly receive Christ into your life tonight? That's what it is to believe in him. They believed that it was the Lord. They willingly received him into the ship. There's a number of miracles here, for immediately they were at land. And immediately there was peace. What a wonderful transforming power of Christ. Chapter 6. And so you go on. Chapter 9, you'll discover a man who was born blind. Here's a man with no sight. What a sad situation. And the Saviour meets him. He puts clay in his eyes. He sends him to wash in a pool. And the man goes and does what he's told. He obeys. He obeys the gospel, the good news that Christ told him. He did what he was told. And he came seeing. You know, the religious people were indignant. They wanted to know how it happened and what had happened. Here's what he said. One thing I know. I was blind, but now I see. Maybe tonight you're in a kind of blindness. Will you come to Christ this evening? Will you obey the gospel? Do what you say. Believe that Jesus Christ is the Son of God.
that died on Calvary, that rose again. And the Bible says, believing, you might have life through his name. There's light that comes when you trust Christ. Can I give you a wee word of warning? Romans 1 tells us this, that light refused brings darkness. And there's people that listen to this message over and over and over again. Imperceptibly, they're going into darkness. Just as a cataract grows over our natural eyes, so this glaze is growing over spiritual eyesight. And you're not as you were. Cry to him this evening, that he might put his finger and his touch upon you this evening, and that blindness might be removed. The God of this world blinds the minds of them that believe not, lest the light of the glorious gospel should shine unto them. Oh, that God would let you see tonight the wonders of his Son, that died in Calvary, that rose again, that lives to save. Will you obey? Chapter 11, we come to another one. And here's a man that's dead. And 4 days he's been lying in the tomb. You would say he was well dead after 4 days. They said by this time he stinketh. And the Lord arrives at the cemetery. What a wonderful story. Lazarus' sisters were broken-hearted. Jesus cries, Lazarus, come forth! And he comes out of the grave, bound hand and foot with grave clothes. Maybe there's some of you and you've been saved and you never get any further. Maybe you're still that stench of the old world and death about you. Would to God tonight you'd get rid of the grave clothes, that you'd get to enjoy the life. Lazarus finishes up sitting at the table with the Lord, and it says, by reason of him, many believed. So much so that the religious men wanted to put him to death. You see, there's nothing too hard for the Lord. All these different situations show his power. We're going to have to touch on another night. Maybe the greatest of all is chapter 19 and 20. When the Lord Jesus Christ is nailed upon a cross. You say he's helpless. No, he's not. He's in full control. And the events that happen round the cross, Jesus is in full control. John records it for us. He knows what he saw, and he knows what he saw is true. Even down, let me touch one of them. Way back, hundreds of years before he was crucified, the prophet had said that they would part his raiment amongst them, and for his vesture they would cast lots. You know what happened? As the Lord hung on the cross, they took everything from him. Naked, he hung upon a tree. They divided part of his clothes in four between the four soldiers. Maybe with a helmet as something to put it in a receptacle. They rattled the dice and they gambled over his vesture in full control. Jesus, knowing that all things were now accomplished, when everything was done, he cried, it's finished. Paid in full. And salvation, the work was done. What a great sign that is. When the Saviour died on the cross, he said, finished. You've nothing to pay. You've nowhere to go. Right where you are just now. Why not cry out from your heart, Lord, I'm a sinner. I believe tonight that Jesus is the Son of God. I believe he died for me. I believe he rose again. That's chapter 20. I haven't time to touch it tonight, but God raised him from the dead. The receipt that he's paid in full and that he's satisfied. And just as he'd said previously, so it happened. Tells me salvation's available. Do you know that man? 2 weeks later he came to see Adrian Rogers. And in tears of contrition he admitted, I'm a sinner. I've read John's Gospel and I believe that Jesus Christ died for me and that he rose again, that he's a living Saviour. And he simply believed, confessed Christ to be his Lord and Saviour, and spent the rest of his life seeking to serve him. He still transforms. He'll transform your life. He'll transform your destiny. Instead of hell, it will be heaven.
will you obey tonight as I finish? Right now, will you obey? Do what you say. Believe in your heart. Believe in your heart. Confess with your mouth. When you've believed in your heart, tell God that you're taking his Son to be your Saviour. Tell some of the rest of us, let us know. We'd be thrilled to hear it. King of my life, I crown thee now. The Bible says, thou shalt be saved. Well, thank you for listening this evening. We've been reminded about salvation, that it is a heart experience. It's not a head knowledge, but a heart experience. You know, David wrote many years before Christ came, and he said, a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise. As Thomas was speaking, I was thinking, and I just leave the verse of a hymn with you. Is there a heart that is broken, longing for pardon today? Hear the glad message proclaiming, Jesus is passing this way. We trust that there might be, even tonight, a broken heart, broken in repentance, broken that you might be blessed, that you might be saved. Shall we pray? Gracious God, we just give thee thanks for reminding us of the greatness of the Saviour and the one who indeed is mighty and powerful to save. We thank thee for the one who was able to meet the need on so many occasions. And we're glad tonight that he is still the same. The hearts of men and women, boys and girls, are known to thee this evening who've been listening to this message. And we long that there might be a yielded heart, a broken heart, a believing heart this very night. We just pray to speak to souls this evening and draw them to thyself. Bring them to Calvary. Bring them to see a Saviour who paid all upon the cross that they might have life eternal. We commend ourselves to thee and thy word in thy precious name. Amen.